Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine sur le podcast, on parle de Polygon. Sur ça, bonne écoute. Comme vous savez déjà, on n'est pas conseiller financier. Tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyses et décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué. Risque, ça veut dire potentiel gain, mais aussi potentiel perte, voire grande perte. Donc, toujours utiliser de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Et les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Comme l'a dit monsieur... Jean-Philippe. Comme l'a dit monsieur Jean-Philippe Rousseau. Et Gory. Gory a rien dit. Gory. Il a juste essayé de te pogner la main. Ouais, il a eu peur. Il pensait que j'allais le taper. Ah non, mais on parle de Polygon. On parle de Samuel, Polygon. c'est quoi Polygon? C'est quoi Polygon? Eh bien, en fait, poly veut dire quelque chose qui a plusieurs côtés. Et gon, ben c'est un polygone, c'est plusieurs côtés. Okay. Je pense que je viens d'inventer cette Ouais. En fait, c'est un sujet, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'un projet. Et pourquoi je veux mettre à jour Polygon, c'est parce que de ce temps-ci, on sait qu'on est dans un marché qui a été assez baissier. Mais là, dernièrement, il a repris un peu d'énergie, il a l'air de consolider, on a des choses intéressantes qui se passent. C'est sûr qu'on est dans une situation géopolitique aussi où on ne sait pas si on s'en vient... Ben, c'est possible qu'on ait une récession et on ne sait pas quel impact ça pourrait avoir sur la crypto. Ou une autre COVID. Ouais, parce que ça n'a jamais été le cas. Mais si on ignore ça, Polygon, c'est un sujet et un projet, d'après moi, qui est extrêmement intéressant. Parce que Polygon, il vient régler un gros défi. Et les plus gros projets les meilleurs projets règlent des gros défis. C'était quoi? Ethereum a réglé le plus gros défi quand il a été créé. Pouvoir aider n'importe qui à développer un projet dans la cryptosphère sans faire sa propre blockchain grâce à des contrats intelligents, tout ça hébergé sur Ethereum. Et en fait, le gros défi, c'est que Ethereum a grandi, Ethereum a gagné énormément en popularité et puis est devenu un projet énorme. Tu sais, moi, je dis toujours qu'Ethereum, c'est un peu comme le SP500 de la crypto. Parce que tous les projets presque sont sur Ethereum, ce qui fait en sorte que c'est pas parce qu'un projet fonctionne ou pas que ça fonctionne pas que ça va venir impacter Ethereum. Mais par exemple, tous les gros projets qui fonctionnent sur Ethereum aident Ethereum et font gagner Ethereum. Ça, c'est un peu comme le SP500 de la crypto. Belle comparaison. J'aime. Ouais, c'est littéralement ça, là. Maintenant, on sait, OK, Ethereum, c'est ce genre de SP500. C'est ce layer 1. Il y a des projets mauvais qui sont arrivés dessus. Ça ne change rien pour Ethereum. Et il y a d'excellents projets qui sont arrivés dessus, ce qui fait gagner Ethereum. Génial. Sauf que ça a amené une problématique, surtout pendant le dernier bull run, les frais. Ouais, on pouvait se faire défoncer des frais. Je me souviens des fois 150 balles même de frais. Les frais ont explosé. Le réseau n'était pas si rapide que ça, avec des frais éclatés. Ça, c'est des frais pour toi qui voulais envoyer une transaction. Maintenant, imagine pour quelqu'un qui voulait bâtir un projet crypto dessus, parce qu'un DApp, une Decentralized Application, donc comme un projet crypto, c'est un amalgame de contrats intelligents. Plein de contrats intelligents qui font toutes sortes de choses, qui viennent créer Polygon ou Chainlink ou Maker, ou etc. Imagine maintenant combien ça coûte pour ces projets-là. Alors, est-ce que toi, tu vas nécessairement vouloir venir, surtout si tu n'as pas tant de liquidité, ou même si tu en as, est-ce que tu veux venir mettre plein d'argent en frais sur un projet? Pas nécessairement. Et surtout, calculer le fait qu'après toutes ces transactions-là, c'est en Ether. Donc, si par exemple, Maker est bâti dessus, ben, toutes ces frais de transaction, je dois payer de l'Ethereum. Ça peut vite monter. Très vite monter. Et c'est là que Polygon, justement, est venu pendant le dernier bull run, et même encore aujourd'hui, amener une solution absolument incroyable, parce que Polygon, c'est un projet pour scale Ethereum. Donc, c'est un layer 2. Ça veut dire que c'est un projet bâti sur Ethereum. Quand je dis layer 1, c'est comme le premier étage. C'est tout simplement le premier étage. Ethereum, c'est le premier étage. Un layer 2 comme Polygon, ça veut dire qu'il est bâti sur Ethereum. En gros, vous pouvez voir Ethereum comme un centre d'achat. Et Polygon, c'est tout simplement un magasin qui loue sa place dans ce centre d'achat-là.
Est-ce que c'est le plus gros magasin dans ce centre achat, tu dirais, comme c'est- Layer 2? C'est pas mal un des plus gros. C'est Sephora, genre. Ok. C'est peut-être pas le plus gros, mais il est pas mal gros. Ok. Tu vois? Donc, il est venu justement se bâtir sur Ethereum avec un seul but. Comment est-ce qu'on peut rendre Ethereum plus rapide? Comment est-ce que les gens peuvent bâtir en utilisant la blockchain et ce réseau qui est incroyable d'Ethereum? Comment on peut fournir ça comme intermédiaire aux gens, mais en réduisant les frais et en augmentant la rapidité et même en facilitant le développement d'applications décentralisées. Donc pour moi, ça devient encore plus facile de lancer mon projet crypto. C'est plus simple, moins d'étapes. Hein, on le dit toujours, plus il y a d'étapes, moins ça... La simplicité est roi. Donc plus c'est simple, plus les gens vont vouloir l'utiliser. Est-ce que c'est possible que un projet Layer 2 comme Polygon peut prendre la place de la deuxième place dans la crypto, ou c'est impossible dans aucun cas? Tu veux dire, est-ce que Ethereum pourrait remplacer... est-ce que Polygon pourrait prendre la place d'Ethereum? Ça... J'aurais tendance à dire que non, parce qu'en même temps, tout l'argent qui rentre dans Polygon, ben, vient indirectement découler sur Ethereum aussi, tu comprends? Surtout l'argent que Polygon font vient découler sur l'envergure qu'Ethereum prend. Et puis après, ben, y a des projets énormes à travers ça, comme aussi sur Ethereum. Donc je te dirais que non. Mais ils viennent régler le plus gros problème que Ethereum ne sont pas capables de le régler actuellement. Oui, mais lorsque Polygon grossit, ça aide. Tous les projets qui sont gros et qui grossissent sur Ethereum aident Ethereum à grossir, tu comprends? C'est sûr que Polygon peut grossir plus rapidement, mais Polygon, en grossissant, ça fait aussi grossir Ethereum. Sauf que là, connecté à Ethereum, il n'y a pas juste Polygon. Il y a d'autres projets énormes comme Maker, comme Chainlink. Tu comprends ce que je veux dire? Mais après, de toute façon, c'est pas une guerre de qui dépasse qui. On s'en fout un peu, honnêtement. C'est surtout, est-ce que c'est un projet qui vient résoudre un problème, un challenge, et est-ce que nous, on peut en profiter? Puis Polygon, c'est ça qu'il a fait. Il est venu résoudre ce challenge-là. Et maintenant, tous les plus gros projets, toutes les plus grosses compagnies sont en train de bâtir sur Polygon. Là, c'est absolument insane. Je peux même pas tout vous dire parce qu'ils me viennent pas tous en tête. Mais depuis 2 ans, c'est incroyable. Et Tu en as nommé un? 200-300. Lufthansa. Ok. Lufthansa avec Star Alliance. Star Alliance, là. Lufthansa, Swiss Airlines, Air Canada, etc. Tout ça, ils viennent de lancer des NFT pour récompenser les passagers qui les utilisent et tout. Ils ont lancé tout ça sur quoi? Polygon. Il y a des gouvernements qui ont lancé des choses sur Polygon. Il y a plein de marques de luxe qui ont lancé leur NFT ou des trucs pour faire la certification que c'est pas des faux et tout ça sur Polygon. C'est juste de tous les côtés. De tous les côtés. Tout le monde qui veut bâtir sur Ethereum présentement, ben 90% des vraies grosses institutions, des gros projets, des grosses compagnies qui veulent bâtir sur Ethereum parce qu'ils savent la stabilité et la force de cette blockchain, sont en train de passer dans l'entonnoir de Polygon. Ce qui fait un projet qui est extrêmement intéressant parce que toi, ce que tu veux regarder, c'est où est l'argent? Et l'argent vient directement de ces compagnies-là qui l'utilisent, tu comprends? Toi, tu veux suivre l'argent. Et là, tu vois toutes ces compagnies qui viennent utiliser ce projet-là. Donc, l'argent va où? Dans ce projet-là, tu comprends? Est-ce qu'on peut dire que maintenant, Polygon, c'est un peu comme... je sais pas si c'est un bon exemple, mais est-ce que c'est un peu comme Apple, où ils sont trop grands pour tomber, no matter what? Non, alors même si un projet comme ça a tellement de crédibilité, puis il y a tellement d'argent qui roule à travers ça à cause des grosses compagnies que tu viens de nommer, est-ce qu'il y a une... Bien sûr, parce que c'est pas encore à ce niveau-là d'Apple. Il faut réaliser que, mon Dieu, Polygon, c'est jeune, c'est un bébé encore. Pas au niveau Apple, mais au moins comme... Tu sais, comme il y a une bonne fondation. Pour le prochain bull run, pour moi, ça fait aucun doute. Parce que justement, ce que j'allais dire qui est la chose la plus intéressante, c'est que pendant le bull run, ils continuaient à travailler et à accumuler des partenariats.
Ils ont accumulé plus de gros partenaires institutionnels et d'énormes corporations dans la dernière année que pendant le bull run. Si pendant le bull run, ils ont performé et aidé Ethereum et l'écosystème crypto à ce point-là, qu'est-ce qui va se passer au prochain bull run alors que là, pendant le bull run, il y a encore plus de partenaires, puis ils ont fait des mises à jour, puis ils ont amélioré le réseau. Donc pour le prochain bull run, ça fait aucun doute. Et là, il faudrait que dans le prochain bull run, peut-être un projet arrive et fasse compétition, mais à la vitesse qu'ils grandissent, tu sais, 2 bull runs, ça peut être dans 8-10 ans. Donc en 8-10 ans, il y a des choses qui peuvent se passer. Mais pour moi, ça fait aucun doute que Polygon, c'est le Ethereum qu'on a vu en 2020-2022. J'ai envie d'être négatif, ok? Non. Je comprends tout le côté positif que tu viens de partager jusqu'à maintenant. Maintenant, je suis curieux. C'est quoi, tu dirais, le côté négatif? Parce que je suis sûr que tout a 2 côtés sur une médaille. Tu dirais, ça serait quoi le côté négatif? Ouais, ben le côté négatif, ça pourrait être que, par exemple, la blockchain d'Ethereum commence à avoir des difficultés. Ça amènerait directement des difficultés à Polygon. Parce que si le centre d'achat est en feu, les magasins qui sont dedans aussi. C'est pas... Gary a aimé ta comparaison. Les difficultés... Je ris toujours des choses comme ça, en tout cas. Les difficultés que Ethereum pourrait avoir, ça pourrait amener un certain défi. Ensuite, les compagnies qui vont prendre Polygon comme concept et vont juste faire quelque chose d'encore meilleur. Parce qu'on est dans cette ère-là avec la crypto. Hein. Tu vois quelqu'un qui fait quelque chose de bien, ok, je prends ce qu'il fait de bien, tout est open source, c'est une blockchain, je peux voir tout. Ok, ça c'est ce qu'ils ont fait, ok, ça c'est les défis, ok, je vais prendre ça et régler tel défi. Bam! C'est comme n'importe quel business. Tu lances un business aujourd'hui dans le textile, dans les vêtements, puis tu vois c'est qui tes plus grands compétiteurs, ok, mais c'est quoi leur erreur qu'ils font? Parfait, tu prends cette information-là, tu essaies d'améliorer cette situation-là pour surpasser tes compétiteurs, peu importe le domaine, peu importe l'industrie. Avec la crypto, c'est que ça se fait vite, là. Ben oui, c'est sûr. Le textile, tu sais, ça peut prendre un certain temps, mais la crypto, c'est comme bam, bam. Ça peut arriver très vite. Parce que c'est encore une jeune industrie. Et très jeune industrie. Donc, en pleine évolution. Surtout, c'est une jeune industrie, et tout ce qui est pour scale Ethereum, c'est genre, l'industrie a commencé à se développer là, au dernier bull run, parce que c'était pas nécessaire avant. Donc, c'est des bébés, là, c'est nouveau-né. Ça, c'est un autre challenge que je pourrais voir. Sinon, je te dirais, le troisième qui me vient en tête, c'est que Polygon, ça leur monte trop à la tête et qu'ils décident, hey, on va se déconnecter d'Ethereum et on va créer notre propre blockchain, genre. Comme on va faire une grosse mise à jour et on va développer notre propre blockchain ou... c'est ça. Ça serait possible? Sérieux? Ça serait possible. Puis dans ce cas-là, il pourrait, on peut dire, dépasser... Ethereum, il a sa propre centre d'achat. Moi, je pense pas que ça serait une bonne idée, là. OK. Et je pense pas non plus qu'ils veulent le faire. Que ça... Mais, ouais, ça. Mais sinon, je vois pas trop. Parce que pour l'instant, honnêtement, ils sont bien optimisés. Les frais sont pas chers. Tout fonctionne bien. Peut-être un autre challenge qui pourrait avoir lieu, c'est qu'au prochain bull run, justement, ils ont tellement grossi qu'ils ne s'attendent pas au nombre de transactions qui va avoir lieu sur la blockchain et que finalement leurs frais et leur temps de transaction explosent. Bien sûr, ça ne dépassera pas ceux d'Ethereum, mais si ça dépasse ceux de leurs compétiteurs qui potentiellement font la même chose avec quelques cas réglés, ce qu'on peut voir aussi, c'est des projets qui vont... j'ai oublié le mot. C'est pas déménager, là, mais ils vont... migrer. Ils vont migrer vers d'autres blockchains. Ça s'est vu, là, il y a déjà des projets qui étaient sur Ethereum, mais ils ont décidé de migrer sur Solana, là. Exact. Donc, ouais. Toi, ben, je veux pas savoir tes top 10 crypto, OK, mais... Sacrément. Okay, ouais, c'est ça. Cette question-là! Mais... tes top 10 crypto, s'il te plaît. Polygon est situé où dans tes top 10 crypto? En dehors de Bitcoin Ethereum. Si on sort Ethereum et Bitcoin, Polygon est clairement dans mon top 5. Là. Top 5, OK. Puis là, tu sais, tantôt, tu as dit... Tu vois, en fait, même si on met Ethereum et Bitcoin, il reste dans mon top 5. Top 5, OK.
Ah, techniquement, il est dans ton top 3 sans Bitcoin. Non, je viens, t'as tout compris. OK. Puis, qu'est-ce que je veux savoir maintenant? C'est, tu vois, comme n'importe quoi peut arriver dans un projet, tu vois, à cause des raisons que tu as mentionnées tantôt. Toi, personnellement, comment tu vas faire pour pivoter dans un autre projet ça, mettons, quelque chose arrive, mettons, à Polygon. Comment tu fais, toi, pour tu sais, il y a plein de gens qui se sont fait avoir par différents cryptos, right? Il y en a d'autres qui ont pivoté à temps, il y en a d'autres qui ont pivoté en retard. Comment, toi, tu fais avec tes investissements pour pivoter d'un crypto à un autre crypto? Mais premièrement, c'est de gérer le risque. Parce que si tu gères le risque et que tu as pris des profits partout, même si ça drop sa vie, tu n'es pas censé être en perte. Tu sais, les gens qui sont rentrés dans quelques dollars dans Terra Luna, puis finalement, ils sont allés à zéro. Mais t'es attardé ou quoi? T'es passé de quelques dollars. Même t'es rentré à 10 dollars et c'est allé jusqu'à 140, 100 dollars. T'as fait x10 et t'as rien pris. Tu comprends? Donc aussi, ta gestion de risque est nulle. Parce que si tu avais mis 10 000 $ et qu'il est devenu 100 000 et que tu avais pris juste 20 000, 20%, tu reprenais ton 10 000 plus 10 000 de profit. Ça retourne à zéro, c'est triste. Tu as quand même fait du profit. So, bien sûr, c'est d'avoir cette gestion de risque aussi pour prendre des profits. Comme ça, tu évites d'avoir cette situation où tu dois pivoter violemment et où tu n'as pas le temps et où tu perds, premièrement. Deuxièmement, c'est de rester à jour sur ce que les projets font. Par exemple, Terra Luna, de 100 à 140 $, il y avait plein de trucs qui fonctionnaient plus, là, ça faisait pas de sens. Mais les gens, ils le regardent pas. Donc, c'est de rester à jour sur ce qui se passe dans les projets. Et c'est pour ça que, troisième point, tu peux pas suivre 50 projets. C'est pour ça que tu dois être diversifié, pas être dissous. Il y a une différence entre diversifier ton portfolio et dissoudre ton portfolio. Être dans 20 projets différents, c'est pas nécessairement de la diversification. C'est plus dissoudre ton portfolio. Et en plus que tu le dissous, tu n'es pas capable de tout suivre. Tandis que si tu es dans 5 bons gros projets solides qui sont dans 5 sphères différentes de la crypto, parce qu'il y a plein de sphères en crypto, fait que premièrement, tu es dans 5 sphères différentes de la crypto, tu es dans 5 gros projets solides, et dans ce cas-là, tu as déjà sûrement une meilleure diversification que celui qui en a 20. Parce que celui qui en a 20, il a peut-être 10 projets, 12 projets qui sont de la merde, qui peuvent aller à zéro. Fait que toi, tu es peut-être plus solide et mieux diversifié en étant solidement dans 5 projets que dans 20. Et en plus, tu peux suivre qu'est-ce que ces 5 projets font de façon active pour pouvoir pivoter si jamais. J'aime cet épisode parce que comme tu as partagé le côté positif, tu as partagé le côté négatif et tu as aussi partagé comment te protéger dans d'autres mots, tu vois, comment pivoter intelligemment. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment cool. Je pense que ça pourrait aider énormément de gens. 100%. Yeah. So let's get it. Puis, guys, rejoignez le groupe Facebook, communauté, information par semaine. Let's go! Let's get it. Chalet en novembre. Chalet déjà passé. Non. Non. Peace.